Younous, hello. Hi. It's a pleasure to have you in here in Grenoble. Delighted to be here. Thank you so much. World Forum in Grenoble in here for responsible economy and social business. What do you want to say to young generation with social business? Well, my message to the young generation is very clear. I tell them that you have the power. You have enormous power. First, you have to find out that it exists. You are aware of it. Even if you have the power, if you're not aware of it, you'll never use it. It will be wasted away. So first requirement is you know for sure you have the power. And we are telling you that yes, you have the power. If you don't find it, that's not the way you should be looking for it. You should be looking for it some other way, but it is there. And be convinced that it's there and find a way what to do with that power. That's the topic, that's the subject that you have to do. I have the power, how I use the power. What do I do? So you design something to do. Like what kind of world you want to build. Don't look at the small things. Small things don't fit the young people. Young people should be looking for biggest thing that they ever can imagine. And make that as big as possible, then start very small. Don't try to do the big thing all at once. You go the smallest possible thing. It's almost a bite size. You take it as a bite size, and if you're successful, take the next, and the world will change. That's the power you have to change the world. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Le professeur Mohamed Younous, même quand il ne nous parle pas, il nous parle quand même. On se faisait la réflexion hier, cet homme-là, lorsqu'il se lève, il vous dit déjà des choses. Et on a passé, comme je vous l'ai expliqué ce matin, une belle journée avec lui hier autour du social business et surtout de comment les entreprises peuvent se l'approprier et mènent déjà des actions dans ce domaine. On a eu des retours d'expérience très très intéressants au cours de notre journée. Je pense à ce que fait le groupe McCain. Je pense également à ce que commencent à développer des boîtes comme Schneider Electric. Bon, il y a des choses qui avancent. Et ce modèle-là a été prouvé, et c'est lui qui en a donné le sens et la vision. Puis hier, on célébrait ces 10 ans, tout comme le World Forum. Tiens, à ce propos, tu as ta GoPro? On va faire un truc, c'est le 10e anniversaire du World Forum. Alors je vais tous vous demander de vous lever, si vous voulez bien. On va pas chanter. Hein. Viens voir. Non, c'est pour... Demain soir à Lille, on pensera beaucoup à vous parce que... Alors demain matin, nous sommes à Paris. Demain soir à Lille pour la synthèse de la semaine que vous pourrez découvrir sur le site. Et on montrera les joyeux anniversaires que nous avons enregistrés dans toutes les villes. Alors hier, je l'ai fait à Grenoble, ils se sont mis à chanter. Enfin, moi, je demandais juste, version française, version anglaise, joyeux anniversaire, hein, ça me va bien. Hein. Bon, si vous avez envie de chanter... Alors, Emeline, venez là devant peut-être, pour les avoir. Il y a un beau noyau là. Alors, on va d'abord faire la version française. Je compte 3, 2, 1 et je clingue, d'accord? Bon, puis ça marche pas, on va le refaire. Mais on a eu bon du premier coup ailleurs. Hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bravo. Alors, en mandarin maintenant. En anglais, vous êtes prêts? Alors 3, 2, 1, tac. 3, 2, 1. Oui, très bien. Ah ouais, c'est bien.
Bravo. Alors maintenant, vous faites ça. Bon, ça va, vous essayez. Merci beaucoup. En espagnol, ouais, pourquoi pas. Bon, j'espère que c'est enregistré, hein, tout ce qu'on a fait là, parce que... Ah, Romain, as-tu un micro? Non? Alors je viens. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous l'expliquer ce matin. L'ensemble de nos débats sont diffusés en direct sur le site du World Forum, également sur l'ensemble des sites des réseaux partenaires. Hein. Lundi, on a annoncé à Lille le lancement de ce réseau pour porter au niveau mondial les actions et des propositions pour développer la RSE sur l'ensemble des contrées du monde. Et par ailleurs, on fait une animation sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais, c'est Romain qui s'en occupe aujourd'hui. Ça a pas mal tweeté. Et on a quelques chiffres intéressants. Tu peux les donner? Alors, je vois les compteurs qui sont là. Vas-y. Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à La Rochelle, il y a eu plus de tweets qu'à Strasbourg, histoire de faire un petit peu de compète. Bravo à vous. Et en tout, vous avez été quasiment 1500 personnes à s'exprimer sur le hashtag. Donc continuez à partager surtout vos apprentissages, en quoi ça vous touche, vous en tant qu'individu. C'est là où c'est le plus intéressant. Merci beaucoup. Et une audience qui ne fait qu'augmenter au fil des jours. Hein. C'est ça, l'essaimage des messages. Vous êtes des porteurs de ces messages par les réseaux sociaux. Adrien était là il y a quelques... Ah, tu les as? Merci beaucoup. Vous allez maintenant assister, merci, au stand-up du World Forum. Alors c'est un genre nouveau qu'on a proposé à nos speakers en fin de journée de plancher sur un thème imposé pendant une dizaine de minutes devant vous. Le stand-up, c'est très, très clair et très réglementé. On a là le centre jaune en cœur de scène. Ils ont un timer devant eux où on déroule les secondes et ils ont 10 minutes pour nous convaincre et nous partager leur vision du thème qu'on leur a proposé. Alors on a fait depuis lundi l'intelligence artificielle. C'était à Lille. Nous avons également travaillé sur l'entreprise collaborative. Hier, nous étions avec la team d'Antonio Melotto. Il avait amené des jeunes entrepreneurs venus tout droit de Philippines qui ont planché sur bâtisseurs de rêves. Et aujourd'hui, le thème que nous avons imposé à nos 4 speakers, qui sont là juste devant moi, en pied de scène, c'est le bien-être des salariés. Sujet qu'on aborde régulièrement dans les workshops et un peu partout au sein du World Forum. Derrière chacun des stand-up, on ne va pas avoir le temps de faire un vrai débat, parce que j'aimerais vous libérer à l'heure. En revanche, on va faire un truc. C'est que j'ai 2 cartons ici, et je vais les donner arbitrairement à 2 d'entre vous. Et ces 2-là, vous devrez me dire un truc, quelque chose, une réaction, un commentaire, voire une question, à l'issue du stand-up que nous aurons découvert. Lui, je le sens bien, par exemple, là. Vous avez une carte. C'est un privilège. Hein. Alors, vous la gardez, vous ne vous sauvez pas hein, pendant le stand-up. Et puis, je vais aller dans le fond de la classe pour en donner un autre. Voilà. Madame? Alors, je vous ai repéré. Hein. Vous... Et puis lui, pull blanc. Très bien. Bon, maintenant, si vous voulez faire appel à un ami, hein, vous pouvez le faire également. Mais en tout cas, je veux 2 interventions pertinentes. Elles le seront, nous sommes à La Rochelle, à l'issue de ces stand-up. Le bien-être des salariés. Un premier sujet qui est de revisiter, désintoxifier le temps professionnel. Et nous allons accueillir Pierre Moniz Barreto. Pierre, il va arriver dans quelques instants, si vous le permettez. Juste le temps de vous le présenter. Pierre a complètement revisité l'usage du temps. Vous vous rendez compte, le temps, on se pose la question tous les jours.
dans son boulot, dans sa vie perso, dans sa vie tout court, le temps qui file, le temps qui court, le temps qu'on s'approprie. Et suite à un événement personnel dramatique, un très grave accident dont il est sorti miraculeusement indemne, Pierre a reconsidéré sa vie, a posé les valises et a dit il faut que je revoie ma gestion du temps en général. C'est un beau sujet, ça. Et il a beaucoup cherché sur ce sujet jusqu'à produire un livre, Slow Business. Et depuis, aux quatre coins de France et même ailleurs, il va partager ses convictions et le résultat de ses recherches autour d'une nouvelle maîtrise du temps, et là, en l'occurrence, appliquée à notre environnement professionnel. Alors vous allez applaudir très très fort pour lui donner la pêche, parce qu'il va mettre le feu, lui. On l'applaudit, c'est Pierre Moniz Barreto. Bienvenue Pierre. Merci au World Forum pour me donner l'opportunité de faire une présentation sur le slow business en mode fast. Parce que sur un sujet où je pourrais parler pendant 10 heures, j'ai 10 minutes, mais j'ai décidé de relever le gant, je trouve l'exercice assez intéressant. Et donc, j'ai voulu commencer par un jeu, le jeu des citations devinettes. Et donc, c'est un faux jeu, parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir participer, je vais faire les questions et les réponses. Mais c'est un jeu quand même. Alors, on commence tout de suite. Qui a dit et répète à chacune de ses interventions publiques, un grand businessman, il faut savoir prendre son temps? Eh bien, c'est Calvin Klein, rien que lui, icône mondiale du business de la mode, très habité par la question du temps. Ici, vous le voyez en train d'intervenir à Harvard. Et donc, très habité par la question de la décélération du temps. Ce n'est pas un hasard si un de ses parfums phares a été appelé Eternity. Qui a écrit « Il faut du temps pour mettre à jour les vœux cachés d'une personne, en l'occurrence d'un client. La pire des choses est de se précipiter dans l'action. » Eh bien, c'est Erwin Heller. Erwin Heller est un grand avocat d'affaires munichois qui a transformé sa façon de gérer son cabinet selon les méthodes d'inspiration slow et qui a été le porte-parole de la Société pour la décélération du temps en Allemagne pendant de nombreuses années. Vous voyez ici le petit logo qui est au-dessus. Qui a écrit dans un livre « Osez être lent, vous accomplirez des choses étonnantes avec du temps ». Eh bien, c'est Fredrik Arnander, grand entrepreneur à succès suédois, qui a bâti sa fortune sur le groupe Key Broker, plus d'un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires, en Suède et en Scandinavie et au-delà, et qui a écrit cette phrase étonnante, je vous la repasse, elle est quand même percutante, très claire, dans un livre intitulé « We're All Leaders », disponible uniquement en anglais, malheureusement, je vous en recommande quand même la lecture. Et cet homme est un des hommes d'affaires les plus rapides au monde, puisque son entreprise est apparue dans la liste Deloitte Technology Fast 500 en 2012, pour une croissance de chiffre d'affaires à plus 888%. Qui a écrit « Je passe la plupart de mon temps en dehors de mon bureau, dans la nature, à pratiquer des sports de plein air ?» Eh bien, c'est Ivan Chouinard, président fondateur mythique du groupe Patagonia, énorme success story mondial, et qui a écrit comment il a revisité ses méthodes de gouvernance et de management dans un livre qui s'appelle « Let My People Go Surfing », qui est le nom qu'il a donné à sa politique RH. Qui a écrit « Je suis un fan de la croissance lente, prudente, méthodique. Je pense que la croissance rapide est le symptôme d'une maladie. Troquez le rêve du succès instantané pour la réalité d'une croissance lente et progressive. Si difficile que ce soit, il faut vous armer de patience. »
Jason Fried, multi-entrepreneur américain à succès du secteur high-tech basé à Chicago, dont l'entreprise Basecamp est devenue une success story mondiale, et qui a écrit un livre formidable, Rework, dont je vous recommande vivement la lecture en version originale en langue anglaise, un des 2-3 meilleurs livres de management que j'ai lus ces 20 dernières années, et où il expose à de plusieurs reprises des méthodes de management décoiffantes, parfois, souvent, d'inspiration slow. Qui a écrit « Nos excellents résultats ne sont pas obtenus malgré, mais grâce à la lenteur de nos processus ». Eileen Fisher, icône du monde de la mode aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, méconnue en France. Là, vous voyez un de ses magasins à Londres. Grosse success story internationale aussi. Et donc, nous avons encore de nombreux autres que je présente dans mon livre ainsi que dans mon site internet, Slow Business Leaders. Quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs valeurs, par quoi sont-ils animés, qu'ont-ils découvert? Ils ont découvert que nous sommes victimes de ce que les sociologues appellent la pauvreté temporelle, nous les Occidentaux. Et nous sommes devenus des pauvres temporels parce que notre temps est intoxiqué par de nombreux facteurs, principalement au nombre de 3. L'accélération généralisée, en particulier dans les moyens de transport et de déplacement, la multiplication des outils technologiques dans nos quotidiens professionnels et privés, et l'explosion du flux d'informations auquel nous sommes soumis, 10 fois plus en 2015 qu'en 2000 pour un occidental moyen. Et face à cet empoisonnement, à cette intoxication, ils ont trouvé qu'un des meilleurs antidotes, eh bien, c'était la slow attitude, la philosophie du mouvement slow qu'ils ont appliquée à leur business. Alors, ils ne font pas de la lenteur un objectif, mais un moyen. Les tenants du mouvement slow ne sont pas des apologistes de la lenteur. Ils réintroduisent un peu de lenteur là où il n'y en avait plus. Et donc, la lenteur est un moyen. L'objectif, c'est le tempo giusto, le bon tempo, équilibré, le rythme maîtrisé. Retrouver un rapport au temps sain. Ces gens croient que si nous nous plaignions de courir tout le temps après le temps, nous serions peut-être bien inspirés de cesser de courir. Ces gens croient que le problème avec une course de rat, c'est que même si vous la gagnez, vous n'en êtes pas moins un rat. Ces gens contestent que la vitesse maximum permanente, considérée comme facteur clé de succès au XXe siècle, la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la figure du bourreau de travail à laquelle nous sommes énormément attachés, le workaholisme, et la culture de l'urgence dans les entreprises appartiennent plus au passé qu'à l'avenir. Ils les remplacent par la maîtrise du rythme, la tenue dans la durée, la constance, l'endurance, le bon équilibre entre vie privée, vie professionnelle, le fameux work-life balance, et la détoxification de notre temps professionnel et évidemment personnel. Ils considèrent que ces valeurs sont une clé au XXIe siècle d'épanouissement et de performance. Et donc, si vous partagez ces valeurs et ces croyances, eh bien, bienvenue dans la galaxie des Slow Business Leaders, dont je ne vous ai offert ici qu'un tout petit aperçu, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et vous pourrez les découvrir dans le livre Slow Business, mais aussi dans mon site internet, que j'ai consacré à ce qui s'est passé depuis que le livre est paru en France. Et j'ai constaté, à ma grande surprise, un intérêt assez fort sur le sujet. Et donc, vous pourrez découvrir toutes les personnalités, toutes les institutions, toutes les entreprises qui se sont intéressées de près à ce sujet. Et donc, je vais vous laisser ici, en vous souhaitant une bonne route sur les chemins du temps. Et n'oubliez pas, portez-vous bien, performez, et faites-le lentement, mais sûrement. Merci. Merci Pierre. Restez là 2 minutes. Lentement, je vais donc me diriger vers le pull blanc.
Excusez-moi, je vous repère comme ça. Hein, pour... Et madame, c'est vous là-bas, hein? Très bien. On commence avec vous? Alors, de réagir, de poser une question, faire ce que vous voulez, mais lentement. D'accord. Je vais prendre lentement le temps de réfléchir. Non, mais réfléchissez vite. C'est pas mal. Donc, je vais utiliser l'idée de mon voisin. Vous répondrez quoi à quelqu'un qui vous dirait « le temps, c'est de l'argent » ? Je répondrai que la citation vient de Benjamin Franklin et que je vous invite à lire l'intégralité de la lettre à un jeune homme d'affaires qu'il a écrit au XVIIIe siècle et dont on a retiré ces 3 mots, « time is money », de façon abusive. Parce qu'il développe toute une philosophie sur le rapport au temps qui est loin de se réduire à « time is money ». Et c'est traité dans mon livre, donc allez le découvrir là où il faut. Sur le marketing, il va vite. Hein. Oui, alors, moi, dès que vous avez commencé, j'ai fait le rapprochement avec la communication en entreprise et le fait que, généralement, il y a plus beaucoup de réunions. Alors, soit il y a des réunionites, soit il n'y a plus de réunions où il y a une réelle communication. Et généralement, c'est on n'a pas le temps. Et je continuerai dans ce sens en disant que, même par rapport à ce que vous dites, moi j'aimerais ajouter la notion du temps de pause, mais pause P-A-U-S-E, et le temps de pause P-O-E-S-E, qui permet de réfléchir, de travailler, parce que les temps de réunion, des collectifs de travail notamment, c'est du temps de travail, mais c'est du temps où on se pose sur son travail. Voilà. Je n'ai pas de questions, je suis désolée. Non, mais c'est intéressant, merci pour cette remarque. Très bien. La notion de temps de pause, setup time, temps de mise au point, c'est une variante en anglais, est ce qui a converti Frédéric Arnander, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la philosophie slow. Lors d'un débat qu'il a eu avec un professeur d'université à la Lund University of Technology, alors qu'il était en pause professionnelle entre la vente de sa précédente entreprise et le rachat de la prochaine. Donc ça, c'est pour dire l'importance du temps de pause, très important pour remettre les choses en perspective, relire, enfin, on pourrait développer, j'ai pas trop le temps, malheureusement. Quant à votre première remarque, Jason Fried, dont j'ai également parlé, considère que les réunions, et en particulier la maladie des réunions, la réunionite, est l'un des 4 principaux facteurs d'intoxication du temps professionnel. Et lorsqu'il a développé son entreprise, il en a éliminé 80%. Parce qu'il trouvait qu'on passait beaucoup de temps et à les préparer, et pendant les réunions, et ensuite à en tirer les conséquences et à débriefer pour pas grand-chose. Voilà. Je vous laisse découvrir les 3 autres facteurs, là où vous savez. Vous avez cité la réunionite comme un facteur toxique pour le temps. Vous avez 1 ou 2 autres exemples? Ne me dites pas que c'est dans le bouquin. La multiplication des interruptions, en particulier d'origine technologique de nos jours. Hein. On est, lors d'une journée de travail type, fréquemment interrompu par tous les bling, les notifications, les bip-bip, les mails, les SMS qui arrivent en permanence. Et il nous faut apprendre à regérer ça. Il a été étudié auprès d'une population de cadres supérieurs en Californie il y a quelques années que 1 minute d'interruption pendant une tâche à haut niveau de concentration demandait 23 minutes de récupération derrière pour retrouver le même niveau de concentration. Donc c'est un sujet extrêmement important. On voit bien tout le temps et l'énergie qu'on peut perdre si on ne maîtrise pas cette affaire-là. Voilà. Hier, un grand patron à Grenoble
nous expliquait, il aime courir, il court tous les matins. Et avant, tiens, sondage, qui parmi vous, quand il se lève ou elle se lève, regarde son téléphone dans les 5 minutes après son lever? Qui? Voilà. Ok. Et pas vous, Pierre? Non. Pierre a aussi suivi des études de philosophie et de théologie. Non, mais ça éclaire aussi son approche, c'est assez intéressant. Et donc, il nous disait, j'adore courir, tous les matins je cours, et avant, je me levais, et dans les 30 secondes, je regardais les mails de la nuit. Il travaillait dans un groupe international, donc décalage horaire, il reçoit des notes la nuit. Et puis après, lorsqu'il courait, il passait son temps, en courant, à penser aux mails qu'il avait déjà vus. Et là, il s'est donné comme discipline de ne pas ouvrir son portable avant d'avoir terminé sa course quotidienne. Et il nous disait qu'il avait senti physiquement que ça avait changé quelque chose en lui, quoi. Ah oui, il était mieux. Ça le désencombre. Ça le désencombre. Or, c'est important. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bravo. Merci. Le deuxième stand-up du World Forum avec Alexandra Gamara. Et là, on va aller sur un autre champ qui est celui du télétravail. Alexandra est chef d'entreprise, a dirigé des entreprises au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux États-Unis, a visité plus de 25 pays, tout en gérant ces entreprises. Parmi ces entreprises, elle a développé une activité de commerce électronique. Alors, je donne un score, hein. Elle est allée vite, elle. Elle est allée vite, Pierre. Au bout de 12 mois, chiffre d'affaires de cette entreprise qui dépassait le million de dollars. Mais elle vient nous raconter que depuis 2008, dans son expérience d'entrepreneur, elle a développé le télétravail et différents modèles de travail flexible. On sait que ça se développe pas mal et que ça parle évidemment à la transformation des organisations, des entreprises. Bienvenue, Alexandra Gamara. Bienvenue. Thank you so much. Hello everyone. I'm delighted. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être ici parmi vous, Alexandra Gamara donc. Et je partagerai avec vous une toute petite histoire. Je suis né et j'ai été élevé en Colombie. Je suis marié depuis 14 ans, j'ai une fille de 13 ans. La raison pour laquelle je vous dis ça, lorsque ma fille était une toute petite, je travaille beaucoup. Je travaille pour une grande multinationale en Colombie et puis vraiment j'ai des horaires de travail vraiment très longs. Je commençais à 7 heures du matin et jamais je ne savais à quelle heure je serais de nouveau chez moi. Donc malgré le fait d'avoir passé tant de temps au bureau, je n'étais pas productif, j'étais crevé. Et puis le problème en Amérique latine, les sociétés pensent que plus vous travaillez, plus vous êtes productif. Mais au lieu d'être productif, je me sentais prisonnière au travail. J'étais malheureux, je n'avais pas le temps de partager du temps avec mon mari et avec ma fille. En 2005, mon mari m'a dit qu'il voulait faire un MBA, donc on a déménagé en Angleterre. J'étais vraiment content de quitter mon boulot, vous savez, parce que parfois je restais jusqu'à 10h, 11h du soir devant l'ordinateur. Il fallait trouver un boulot et j'ai trouvé un boulot dans une administration administrative dans une société britannique. Et le premier jour, je lui ai dit, il m'a dit, Alexandre, ici on travaille de 9h à 5h. Et je me suis dit, oui, vous avez raison. Je sais que je serai obligé d'être ici à 9h parce qu'avant, j'ai commencé à 7. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je reste ici plus longtemps que cela. Jamais je ne pensais que j'allais terminer à 5h. Et le premier jour au travail, je me souviens, lorsque 5h ont sonné, et je regardais partout autour de moi, et ensuite, je suppose que tout le monde restait tard. Mais à ma grande surprise, à 5h de l'après-midi, tout le monde rangeait ses affaires et partait. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, donc je suis resté assise à mon bureau parce que chez moi,
c'était vraiment mal vu, n'est-ce pas, de se lever lorsque l'heure avait sonné, en fait. L'heure officielle avait sonné. Donc, je me souviens, mon boss britannique vient me dire, qui m'a dit, Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, j'ai pas terminé ce que je devais faire. Il m'a dit, non, Alexandre, je ne sais pas ce que c'est chez toi. Cependant, chez moi, si vous ne terminez pas à l'heure, vous n'étiez pas assez productif, vous n'étiez pas assez focalisé, ça. Donc, il faut changer cela. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir à la productivité d'une autre manière. J'ai remarqué que tout ce qu'on avait appris sur la productivité, le nombre d'heures qu'il fallait travailler en Amérique latine, c'était faux. Donc, ça m'a rendu heureuse parce que j'ai vu que ma société me respectait dans mes heures, mon horaire de travail. J'avais plus de temps avec ma famille. Et je commençais à être obnubilé par ce concept de productivité au travail. Et je me rendais compte qu'il fallait changer ça. Et en 2008, j'ai lu ce bouquin, The 4-Hour Work Week. Ça m'a changé la vie, elle a changé ma vie parce que j'ai appris qu'il y avait tellement de choses qu'on faisait qui perdaient notre temps. Donc, en fait, après avoir lu le livre, j'ai découvert que c'est pas à cause de votre niveau de productivité, mais on nous avait dit, on avait appris que si on était occupé, on était productif. Et c'est pas vrai. Et en fait, nous avons des enfants qui grandissent seuls sans les parents si on tombe dans ce piège-là. Et je me suis dit, non, il fallait que je fasse quelque chose, car vraiment, j'étais très malheureuse là où je travaillais en Colombie avant. Donc, j'ai découvert qu'en fait, les gens sont heureux, sont plus productifs que les gens qui travaillent de longues heures. Et c'est là où j'ai créé ma société CloudWork. C'est un outil qui mesure automatiquement la productivité des gens et qui donne une espèce d'analyse aux sociétés pour éviter le surménage des travail. Car remarquez qu'il y avait des sociétés qui n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas intégré ce paramètre et on se rendait compte qu'ils avaient besoin de ça. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de surmener les gens comme ça. Et donc après avoir lu le 4-Hour Work Week, on a pu adapter un petit peu ce concept et puis on a pu voyager partout dans le monde après ça parce qu'on a appris à être productif. Et en fait, on a transformé la journée de travail de 8 heures en une journée de travail de 4 jours, simplement en éliminant le superflu. Et on a pu faire quelque chose qui n'aurait jamais été possible avant la retraite, à un moment où notre fille n'a plus été avec nous. Donc, j'ai appris que si on pouvait être productif, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Et là, on a commencé à réfléchir au télétravail pour la productivité. En Amérique latine, les gens sont très stressés parce que jouer le banlieusard est extrêmement stressant. Et puis, les gens sont stressés, ils arrivent au boulot très fatigués, tellement fatigués qu'ils ne sont pas productifs, ils sont trop fatigués. Donc, à travers notre plateforme, on a commencé à tester le degré auquel le stress pouvait impacter la productivité. On a trouvé que des sociétés qui avaient des plages horaires plus longues avaient des employés moins productifs. On a commencé à mesurer les charges de travail et on a vu l'impact d'avoir des employés plus heureux, plus contents. Avec nos rapports de productivité automatique, on est en train de conseiller un certain nombre de sociétés en Amérique latine. On leur conseille comment ils peuvent améliorer la situation au travail de façon à permettre à leurs employés d'être plus heureux, plus détendus au travail. Car ce faisant, en fait, en promouvant le télétravail en tant que solution sérieuse pour améliorer la productivité et de permettre aux gens d'avoir un meilleur équilibre dans la vie,
on est en train de réduire les émissions de CO2. Vous savez que tous les 5 kilomètres passés sur les routes rajoutent un kilogramme de CO2. Et donc, on veut que les gens soient plus heureux, plus contents, les familles plus heureuses. Et je crois que vraiment, à long terme, ça va permettre aux sociétés d'augmenter leur productivité. Donc, selon notre recherche et notre outil, nous avons montré que les employés plus heureux sont capables d'une productivité plus grande. Et je dis à toutes les sociétés aujourd'hui qui devraient vraiment réfléchir très, très sérieusement à cette réduction du surmenage de leurs employés. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre temps. Et vraiment, je prendrai toutes vos questions. Vous? Eh bien, vous avez quelque chose à dire, alors. Qui est né le 13 octobre? On ne sait jamais, hein. Allez, vous réagissez? Hi. Don't you think it's a contradiction? N'y a-t-il pas une contradiction entre le présentateur précédent et vous? Parce que ça veut dire que si nous avons besoin de travailler plus rapidement pour faire aussi bien. Non, je dis, il faut être plus focalisé. Ce qui se passe, non, c'est pas plus rapide. Ce qui se passe en Amérique latine, et ça c'est vraiment le cas parce que les gens savent qu'ils sont mesurés en fonction du nombre d'heures qu'ils passent au bureau. Parfois, par exemple, dans leur temps de travail normal, imparti, ils ne sont pas focalisés car ils savent qu'ils doivent rester plus longtemps. Donc, c'est une question culturelle, n'est-ce pas? Et donc, l'idée ici, c'est de faire en sorte que les gens se focalisent sur les tâches en main. Souvent, les gens sont en train de faire des multitasking, avec des interruptions dans la journée. Donc, il faut permettre aux gens d'être plus focalisés. Donc, il faut créer une discipline dans ce sens, car vous allez obtenir de meilleurs résultats dans un temps plus court. Comment lutter face au flux d'informations quand on n'en est pas à l'origine? C'est-à-dire, le traitement de l'information prend un temps, une durée énorme aujourd'hui. Comment réagir vis-à-vis de ce flux d'informations pour réussir le challenge que vous décrivez? Travailler moins longtemps. Yes, when you say the flow. Oui, quand vous dites le flux d'informations, oui, on a des informations qui viennent des réseaux sociaux, oui, tout à fait, oui, je vous remercie de cette question, en fait. C'est très, très important, en fait, et en ce moment, surtout avec l'agent de productivité automatique, nous avons mis au point, nous avons remarqué que beaucoup de sociétés ont bloqué certains sites, l'accès à certains sites. Cependant, donc, le temps que les ordinateurs occupent dans la vie des personnes, c'est énorme parce qu'ils passent de plus en plus de temps à surfer sur leur smartphone, etc. Donc, je vous conseille d'organiser les programmes de travail de façon spécifique, de manière à permettre aux gens de donner une plage spécifique pour que les gens puissent aller sur les réseaux sociaux, donc des plages allouées spécialement pour ça. Ça, c'est la seule façon de faire cela. Autrement, vous allez toujours être en train de répondre aux emails et répondre aux chats. Et finalement, vous allez avoir un énorme travail à faire, sauf que vous ne serez plus actif. Votre cerveau sera fatigué. Et puis, c'est vraiment vous être surchargé par ça. Oui, monsieur? Hello. Do you preconize? Est-ce que vous préconisez la méditation pour rester encore plus focalisé et pour être productif? Tout à fait, oui. Et en fait, j'ai une très bonne amie
Oui, il est instructeur de méditation. Nous avons travaillé ensemble. Et tout à fait, oui. C'est une façon de vous permettre de vous focaliser, car lorsque vous méditez, vous devez apprendre à vous focaliser. Donc, c'est un excellent travail pour apprendre une meilleure productivité. Surtout si vous vous levez le matin tôt. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Une dernière question. On est dans le timing, pas de problème. Sorry, you say that we have to. Vous dites qu'une société doit allouer une certaine plage de temps pour que les gens puissent aller sur les réseaux sociaux, par exemple, mais ne pensez-vous pas que les gens devraient être libres pour gérer leur temps? Tout à fait, oui, je comprends ce que vous êtes en train de dire, et tout à fait, vous avez raison. Cependant, ce que j'ai trouvé, c'est que nous ne savons pas vraiment comment maîtriser notre temps. Donc, nous avons créé un outil qui vous aide à comprendre comment vous passez votre temps. Normalement, les sociétés possèdent des métriques plutôt généralisées pour mesurer la performance de leurs équipes, alors que notre outil mesure beaucoup plus précisément l'apport de chaque, l'utilisation du temps de chaque personne. Vous donnez un exemple. J'adore les réseaux sociaux, j'adore Facebook. Cependant, lorsque j'ai créé mon agent de productivité, je me suis rendu compte que j'étais en train de passer beaucoup plus de temps sur Facebook que je ne pensais. Je passais beaucoup de temps, en fait, sur quelque chose qui n'ajoutait aucune valeur supplémentaire à ma vie personnelle ni professionnelle. Et c'est là où on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de porter atteinte à votre productivité. Et bien sûr, il faut apprendre à être discipliné de façon à ce que les sociétés aient plus de crédibilité. Surtout en Amérique latine, par exemple, les sociétés ne voulaient vraiment pas permettre aux gens de faire du télétravail parce qu'ils pensaient que les gens n'étaient pas suffisamment disciplinés pour le faire, pour travailler le nombre d'heures qu'ils devaient faire à la maison. J'ai une question vous concernant. Vous nous avez dit que vous avez des problèmes, vous avez connu des problèmes de productivité, mais quel était le premier signe que vous avez reconnu en vous, le signe de non-productivité, et comment avez-vous réussi à en fait inverser le problème? Oui, c'était mon problème et le problème de mon équipe. En fait, j'étais en Grande-Bretagne et j'ai monté une société de e-commerce et j'ai basé mon équipe en Colombie. Et j'ai remarqué qu'il y avait un problème de productivité parce que une partie de mon équipe répondait à des clients et mes clients disaient qu'ils ne recevaient pas les réponses à temps. Donc, ça m'a inquiété parce que je ne savais pas s'ils étaient surmenés, mon équipe était surmenée, ou bien est-ce qu'ils simplement qu'ils ne passaient pas suffisamment de temps sur le travail en main. Et lorsqu'on a créé cet agent de productivité et on l'a installé sur leurs ordinateurs, et on a trouvé que certains passaient beaucoup de temps simplement sur la traduction de l'outil parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment bien l'anglais. Mais il y avait une information qui leur permettait de s'améliorer et quand on a mis cette information à leur disposition, ils commençaient à s'améliorer. Et à partir du moment où ils avaient ces informations à leur disposition, ça marchait. Et pour mon cas personnel, j'aimais forcément, j'aime bien les réseaux sociaux, mais j'ai décidé que je vais les regarder qu'une seule fois par jour. Autrement, il faut que je sois discipliné là-dessus. Merci. Nous avions hier parmi nos speakers à Grenoble un témoignage intéressant de Raphaël Leroy du groupe BNP Paribas. Elle a été interrogée juste après par Roxane. Écoutez-la. My
Madame Leroy, bonjour et bienvenue à ce 10e World Forum pour une économie responsable ici à Grenoble. L'entreprise Pourquoi faire, c'est le titre de l'édition. Alors selon vous, l'entreprise Pourquoi faire? Alors de plus en plus, l'entreprise a une double mission. Alors, je vais vous parler de l'entreprise BNP Paribas. Elle doit avoir un rôle économique, bien sûr. Elle doit être performante. Mais un peu comme les entreprises sociales dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, une entreprise aujourd'hui classique doit aussi être utile, socialement utile sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus qu'il y a une convergence entre nos deux missions. On ne peut plus être uniquement sur la dimension économique. Et d'ailleurs, notre performance, vraiment, aujourd'hui, est regardée beaucoup plus globalement. Vous pensez que les enjeux majeurs auxquels les entreprises font face aujourd'hui, quels sont-ils? Les enjeux majeurs, c'est ceux de la société. Aujourd'hui, il y a des enjeux majeurs de lutte en matière de responsabilité sociale et environnementale, de lutte contre l'exclusion dans toutes ces dimensions. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde, mais aussi en France. Il y a aussi un gros enjeu de lutte contre le réchauffement climatique. Donc si je devais donner ces deux enjeux, je donnerais cela. Mais aussi d'embarquer l'ensemble des équipes sur ces sujets parce qu'il faut bien qu'on leur montre qu'on c'est vraiment au cœur, au cœur des enjeux d'une entreprise justement et que c'est pas à côté finalement de notre business mais on est bien au quotidien à vouloir mêler ces deux dimensions. Madame qui avait posé la première question tout à l'heure, je ne sais plus où vous êtes. Vous avez encore la petite carte? Vous la donnez à quelqu'un pour le stand-up suivant. Et moi, celle-là, je vais la donner. Alors, je vais attendre. Si c'est une dame ou un monsieur, j'inverserai. Allez-y, vous la donnez à quelqu'un. Voilà. Voilà, monsieur, il est content. Eh bien, donc vous, madame, voilà, je vous donne une carte. Bien, donc monsieur et madame. Très bien. Nous allons maintenant accueillir Jamie Burton, qui nous vient du Canada, vice-présidente de la société Dolphin Digital Technologies, une société de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et notamment sur l'implémentation de nouvelles techniques virtuelles. Vous vous rappelez, lundi, c'était le thème de notre World Forum à Lille. Et ce qui est intéressant dans ces recherches et ces conseils que développe Dolphin, vous y imaginez de nouveaux modèles. Enfin, je pense par exemple à un nouveau modèle de bureau, elle va certainement nous en parler, pour les personnes en situation de handicap, pour leur permettre d'avoir le même accès que les autres au travail. C'est ça aussi le bien-être des salariés. Et plein d'autres innovations, une R&D très poussée au sein de Dolphin. Et on a le grand plaisir donc d'accueillir Jamie Burton. Bienvenue à vous. Good afternoon and thank you very much for... Bon après-midi et merci beaucoup de me permettre d'être partie prenante à cette journée, à cette discussion. C'est certainement l'une des conversations, l'un des sujets les plus intéressants dans le monde du travail à l'heure actuelle. Nous, chez Dolphin, nous sommes vraiment privilégiés parce que nous sommes l'une des premières sociétés à avoir développé une stratégie entière qui s'adresse aux personnes handicapées. Nous utilisons la technologie afin de faciliter le travail des personnes et aussi de replacer l'importance, le point d'orgue sur le travail qui est élaboré par nos employés. Et nous focalisons sur les travailleurs d'une manière bien équilibrée. Nous pouvons identifier les potentiels de chacun, identifier les potentialités des personnes aussi. Et c'est comme ça que nous faisons notre travail, en considérant que nous avons un impact social dans ce que nous faisons. Nous encourageons les talents. Ça veut dire beaucoup de choses. La première des choses, c'est que j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, j'ai reçu du miel. Et j'étais vraiment ravie de recevoir ce miel.
Parce qu'en effet, aujourd'hui, cette année, pardon, nous avons commencé à avoir nos propres ruches. Nous travaillons ensemble avec mon partenaire. Et c'est une manière par laquelle nous avons pu réaliser que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nos actes ont une conséquence. Il est très difficile de produire du miel, ça prend du temps. Et si vous êtes vraiment attentif, vous pouvez remarquer quel travail d'équipe c'est, quelle lenteur, quel temps cela prend. Mais vous voyez que lorsque la ruche se disperse, que toutes les abeilles commencent à tourner autour de vous, vous commencez à avoir peur, elles vous entourent et vous pouvez vous demander ce qui va se passer et vous vous interrogez, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce qui m'a amené à me dire que ces abeilles produisent un travail, elles sont concentrées d'une certaine manière. Et croyez-le ou non, notre travail doit se dérouler de la même manière. Il faut se focaliser. Il faut pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, mais pas faire uniquement. Il est très important de laisser, de faire ressentir à chacune des personnes que nous employons qu'elles sont importantes pour nous, qu'elles comptent. Il faut pouvoir utiliser leurs capacités, leurs talents, et que cela peut produire du succès au niveau commercial pour nos clients. Et en général, de cette manière, nous pouvons recruter plus de personnes avec des talents. Et il faut savoir que ces personnes sont incitées à travailler, elles ont envie de le faire. Et en fait, cette année, nous n'avons eu qu'une seule personne qui a pris une journée de congé maladie. Donc c'est très révélateur. Il faut pouvoir communiquer de manière humaine à chaque moment pour pouvoir partager les concepts, les idées, trouver des solutions pour trouver à aider nos clients. Il faut que nous nous efforcions de contribuer chacun en équipe. Tous nos employés sont encouragés à partager leurs idées, que ce soit une bonne idée ou une mauvaise idée. Et je trouve que c'est quelque chose de très très bien, très intéressant. Parce que quand nous, en général, dans les entreprises lambda, si vous voulez, les personnes ont peur de prendre la parole, d'être critiquées, mais ce n'est pas le cas chez nous. On essaye toujours de se focaliser et de reconnaître de nouveaux talents. Il y a cet employé au niveau technique que j'ai repéré. J'ai réalisé qu'il était capable de faire plus que ce qu'on lui demandait. Alors je lui ai demandé d'intégrer une formation. Je l'ai encouragé. Et je l'ai encouragé à remarquer et à réaliser que si moi je pensais qu'il était un expert, eh bien les autres pourraient le remarquer aussi. Et malheureusement pour moi, je ne suis pas la seule à avoir remarqué ses talents. Donc ce que nous apprenons, c'est d'être respectueux les uns des autres, de respecter nos talents, notre travail. Et c'est de cette manière que nous nous assurons que toutes les pièces du puzzle sont bien équilibrées. Et nous respectons les avis de chacun ainsi que ceux de nos clients. Nous encourageons chacun, nous nous donnons de la valeur, nous donnons de la valeur à chacun et au travail de chacun. Regardez ici, c'est une de nos jeunes employées, elle est au travail et elle semble vraiment ravie. Elle s'est sentie vraiment très fière de son travail, de ce qu'elle a accompli. C'est ce que nous essayons d'avoir chaque jour. Celle-ci est une autre de nos employées. Elle est très talentueuse. Elle a un handicap. Elle est obligée de recevoir... Enfin, elle ne peut respirer par elle-même. Elle dépend de machines constamment pour pouvoir respirer. Récemment, elle m'a envoyé un email en me disant qu'elle avait des problèmes à l'école. Elle travaille chez nous à temps partiel. Mais il était difficile pour elle de combiner le travail et d'assister à ses cours. Elle a semblé qu'il était trop difficile pour elle de suivre ce rythme effréné, que ça pouvait mettre sa vie en danger. Et moi, je lui ai répondu que son potentiel m'apportait. Il est très important de reconnaître la valeur de chaque individu
à chaque moment. C'est pourquoi je fais de la même manière, je prends en considération mes projets, mes clients, mes employés. Et dans le cas de cette jeune personne, j'ai réalisé que sa vie était très importante et qu'elle devrait plutôt rester à la maison, ne pas mettre sa vie en danger, parce que sa vie peut être en danger à chaque seconde. Et si nous ne pouvions pas trouver une solution pour elle, eh bien, ce n'est pas seulement elle qui perdrait, c'est nous tous. Ça aurait été un échec pour nous tous, pas uniquement pour elle. Il faut que nous puissions trouver à résoudre les défis qui se trouvent sur notre chemin. Donc, maintenant, nous parlons de l'opportunité, des occasions. Notre société Dolphin n'est pas juste une entreprise qui gère des technologies digitales, mais nous employons aussi, comme je l'ai déjà dit, des gens qui ont des problèmes, des handicaps. Et vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux le hashtag DMD. Nous avons appris récemment que nous pouvions partager de manière différente avec les autres compagnies, nous pouvions utiliser les talents. Et cela, c'est une expérience inestimable. Nous avons des potentiels, nous avons 4 compagnies, nous avons eu plus de 200 participants, nous sommes présents dans beaucoup d'endroits au Canada, nous travaillons avec énormément de pays dans le monde entier. Malheureusement, il y avait 27 de nos sociétés qui avaient l'impression qu'elles ne pouvaient pas participer. Et pourtant, c'est mon rêve. Ça serait mon rêve d'avoir une journée internationale qui regrouperait tous les employés, les succursales de Dolphin International, pour que nous puissions échanger ensemble et reconnaître les potentialités de chacun. Et je pense qu'il est vraiment possible d'être focalisé sur les personnes. Les entreprises peuvent travailler avec les États, avec les pays, avec les organisations communautaires, et de concert, elles peuvent trouver des solutions et améliorer le bien-être de chacun. Donc moi, je vous lance ce défi. Focalisez-vous sur la manière de développer la façon de développer, de meilleures pratiques. Cherchez, allez dehors, allez à l'extérieur, allez chercher des nouveaux talents, créez des améliorations et apprenez de chaque occasion qui se présente à vous. Faites de la sphère sociale un allié, en fait, dans votre travail. Et vous verrez que chez nous, comme chez vous, ce sont des choses dont nous pouvons être fiers. Nous, chez Dolphin, nous avons accompli beaucoup en nous focalisant sur les personnes. Et ça, mes amis, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle le bien-être. Et ce qu'on dit, c'est, voilà, de cette manière, on peut gagner gros. Je vous remercie. C'était à vous, madame. Allez-y. Merci. Alors, je vais intervenir en français. Je n'ai pas tout compris. Voilà, parce que mon anglais n'est pas aussi fluent que je le souhaiterais. Néanmoins, moi, je ferai le lien entre les 3 interventions que nous venons d'avoir, puisque vous parlez de prendre le temps, vous parlez de focus. Si j'ai bien compris, ce que vous proposez, c'est aussi de s'intéresser à l'autre et de prendre le temps de porter son regard sur les compétences de chacun pour, voilà, pour pouvoir s'appuyer sur les points forts de chacun. Et c'est effectivement, probablement en entreprise, un des moyens de conduire les équipes vers la performance et vers le bien-être. I agree. I will give you a Canadian statistic. Oui, je suis d'accord et je vais vous faire part d'une statistique canadienne. En effet, dans le monde du travail, il y a 51% qui est produit, 51% du travail qui est produit par des personnes qui peuvent avoir des handicaps. Et moi, ce que je suggère,
c'est que nous trouvions de meilleures solutions pour intégrer d'une meilleure manière ces personnes, que nous nous focalisions sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. À qui a le carton? Ah oui, mais vous n'avez pas de micro. Attendez. C'est vous? Okay. Thank you for your... Oui, merci pour votre intervention. Les personnes qui souffrent d'un handicap semblent être des personnes qui se battent beaucoup. C'est ce qui ressort de votre témoignage par rapport à votre société. Alors moi, je voulais savoir quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises qui n'ont pas encore employé de personnes avec des handicaps? Quels conseils pourriez-vous leur donner afin d'intégrer ces personnes? C'est une très bonne question, je vous remercie. Il y a plusieurs choses qui pourraient être faites à l'heure actuelle. Il y a des experts qui disent qu'il est bien de pouvoir soutenir, supporter, avoir des mentors auprès de ces personnes qui souffrent d'handicap. Il est très important aussi, pour elles donc qu'elles soient soutenues, qu'elles soient accompagnées par des mentors, qu'elles puissent échanger, faire part de leurs préoccupations. Chez nous, 91% de ces personnes se sentent entourées et écoutées. Il est très important, et c'est ce que je suggère, d'avoir ce genre de conversation, une conversation naturelle. Il ne faut pas qu'il y ait de crainte quand il s'agit de s'exprimer. Il faut que ces employés puissent avoir confiance pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il s'agit là d'un défi. Et il faut pouvoir leur donner l'opportunité de leur dire oui, de leur dire que oui, elles peuvent continuer. Et ainsi, nous allons tous en bénéficier. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Merci. Notre dernier stand-up nous vient de République tchèque. Alors, lui, il a des mots qu'il ne supporte plus aujourd'hui. J'en ai pris 4 là au hasard, mais il y en a certainement d'autres. Le mot pyramide, par exemple, il n'aime pas. Le mot process, il en a horreur. Le mot cloisonné, vertical, il l'a mis au tiroir. Et alors, je ne vous dis pas petit chef. Il ne peut plus supporter. En fait, Vaclav, aujourd'hui, travaille dans le domaine des fusions-acquisitions. Il a étudié l'informatique à l'université, a créé une structure avec plusieurs amis et a beaucoup travaillé sur les nouvelles formes de travail, avec un principe et un mot-clé, la liberté au travail. Vous vous rendez compte? Vous avez 2 heures. Non, mais la liberté au travail. On va explorer tout ça avec lui maintenant. Bienvenue, Vaclav. Okay, thank you for the introduction. Merci beaucoup de cette introduction. Je suis vraiment content de vous parler aujourd'hui. On a commencé notre société il y a 19 ans. C'est pas mal de temps. On a toujours cherché à garder cette culture familiale, amicale parmi nous. Mais nous sommes une société qui fabrique des logiciels, donc on a conçu des processus, des méthodologies. Même on était ISO 9001, donc il rajoute beaucoup de processus au fonctionnement interne de la société. Et on s'est posé la question, est-ce que nous sommes vraiment en train de devenir une corporation? Parce qu'on n'aime pas cette idée de grande corporation, de société où il faut grimper des échelles. Et donc on s'est dit, non, attendez, réfléchissons un tout petit peu à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là?
Parce qu'il y a 10 ans de cela, et si on avait regardé notre société maintenant, 120 personnes, et les gens diraient, ah ben dis donc, corporation, et donc on savait qu'il fallait changer. Et en 2010, on a créé un mouvement qui s'appelle la liberté au travail, Freedom at Work. Il y a un livre qui a été rédigé en français aussi là-dessus, et qui donne des idées fantastiques et que nous avons adoptées. La première idée, ce sont les règles. Quelles sont les règles? Les règles sont pour 3% de personnes qui aimeraient de toute façon les enfreindre. Et 97%, ils veulent faire bien à l'école. Donc, ils vont utiliser leur bon sens. Ils n'ont pas besoin de règlement. Ils veulent simplement être productifs. Et ça, c'était un peu le fondement de notre philosophie. Une autre idée, c'est que si vous rangez les règlements dans le bureau, quelle est quand même la force qui garde cette société ensemble? Et c'est la confiance. Si vous avez une confiance là, et puis si on a confiance en vous que vous allez faire le mieux pour la société, le mieux pour le climat, ça change la donne et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes en train de faire votre truc par vos moyens, pour votre travail, selon vos termes. Et ça change du tout. Et puis la troisième idée, c'est ce type-là, ce type à gauche-là. Regardez celui-là. On dit toujours que le boss, le patron, il ne soutient pas, ou il donne des idées, des conseils contradictoires, ou il établit des buts qu'on ne peut pas atteindre. Donc, comment peut-on s'en débarrasser? Alors, les boss, les directeurs sont payés pour prendre des décisions, mais est-ce qu'ils ont une espèce de boule en cristal dans laquelle ils regardent, qui leur permet de prendre ces décisions? Peut-être oui, peut-être non, mais il y a une chose, c'est qu'ils ont plus d'informations, ils connaissent le contexte, ils voient le big picture, hein, parce que et le petit gars à droite, il n'a pas ces informations. Alors, quid d'une situation si tout le monde possédait les mêmes informations dans le même contexte? Serait-il en mesure de tout décider pour eux-mêmes? Et ça, c'est la question qu'on s'est posée. Et puis on s'est dit, mais comment on peut arriver vers ça? Donc le changement était déjà en cours. On a commencé à donc innover, à réfléchir selon de nouvelles perspectives. Et donc, comment pouvait-on changer la nature de notre travail? Mais bon, tout ne s'est pas passé comme on s'y attendait. Alors, un bon thérapeute, il commence avec un choc, n'est-ce pas? Et pendant quelques mois, on s'est dit qu'on allait se débarrasser de notre structure hiérarchique au sein de la société. Et puis, on a dit que tout était ouvert maintenant. Toutes les informations étaient disponibles pour tout le monde. Donc, si vous voulez les donner, il suffit de demander, et puis on va vous les donner. Et on s'est débarrassé de toute la méthodologie, tout le logiciel qu'on avait. Ça, c'était dur. Car un certain nombre de logiciels, c'était ce que moi, j'avais développé au début de la société. Et puis, on s'est dit, non, on n'a pas besoin de travailler selon ces règles maintenant. On n'a plus besoin. Et dernièrement, on a ouvert les livres, comment dire. Et puis j'espère que ça ne vous dérange pas, cette image à droite, n'est-ce pas? Mais c'est un jeu, en fait. C'est le jeu qu'on a fait lorsqu'on a distribué les dividendes à la fin de l'année. On s'est dit, mais comment on va faire? On a discuté, donc tout le monde a reçu un T-shirt, et puis on s'est dit que celui qui a le plus de T-shirts, il gagne. Donc c'est simplement pour aider les gens à faire entendre leur voix, parce que souvent les développeurs, ils ne s'expriment pas beaucoup, vous savez, ce sont des geeks, et donc c'était pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc on a créé un budget pour les bonus de fin d'année. Et puis, tout le monde
parmi les 120 membres du personnel, tout le monde, on a demandé à tout le monde combien ils pensent qu'ils devraient recevoir. Combien vont-ils demander? Seront-ils raisonnables? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, oui, un grand soulagement. Seulement il y avait 2 écarts qui devaient commander 3 fois plus que ses pairs et un autre qui demandait rien, pensant que son travail n'a aucune valeur. Mais en fait, ses pairs ont considéré au-dessus de la moyenne. Et le budget final pour faire face à ça, c'était que 10% de plus que le budget qu'on avait initialement alloué. Donc, vous voyez, 10%, c'était plus de 10%. C'était le prix qu'on a payé pour que tout le monde soit récompensé à hauteur de ses propres aspirations. Donc, franchement, ça, c'est une énorme étape en avant. Un pas en avant. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a réduit la taille des contrats de 12 pages à 1 page. Donc, c'est simplement, ça crée un climat de confiance. C'est-à-dire que vous travaillez ici, il n'y a pas de clause pour ceci, pour cela, etc., avec de l'écriture en petits points. Non, vous n'avez pas besoin de... Ça fait appel du bon sens. Et ça, c'est la démocratie au sein de notre société. On est entré dans de nouveaux locaux. Et puis, on a demandé à tout le monde de participer, 15 personnes, qui ont fait appel à des architectes, simplement pour savoir comment on allait décorer ces locaux. Donc, plus de contrôle égale plus de bonheur, plus d'informations, plus de bonheur, et plus de démocratie, plus de bonheur. Rappelez-vous de ce patron. Il y avait des entretiens avec les nouvelles recrues. Donc, c'est toute l'équipe qui décide si on veut recruter quelqu'un. Pas une seule personne. Ce n'est pas juste le patron qui décide. Et c'est le patron qui ne dit pas ce que vous devez faire. Et ce n'est pas lui qui choisit vos collègues non plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle est beaucoup plus diminué. Et c'est ça qu'on voulait. En fait, est-ce qu'on aurait pu s'en débarrasser totalement? Pas évident totalement, mais enfin bon, je n'ai plus de temps, donc je vous remercie. Donc, il faut toujours quand même avoir des méthodes de fun dans votre travail. Donc, on a appris que la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Et puis, certaines dynamiques d'équipe ne marchent pas, donc il a fallu revenir à une hiérarchie. On a appris des choses comme ça, mais on a mis 5 ans pour ça. Et j'ai préparé un petit documentaire comme cela. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu des développeurs logiciels entreprendre des activités sportives, mais ça vous donne quand même une inspiration pour peut-être votre société. Donc, on veut juste vous montrer ça. Bon, personne s'est vraiment blessé, je peux vous dire. Donc voilà, je n'ai plus de temps, donc je vous remercie de votre attention. Et puis je dirais que le fait d'être ouvert d'esprit, vraiment, ça amène à la démocratie. Je vous remercie beaucoup. Qui a un prénom qui commence par W? Alors non. Bonjour. I have a question. You speak.
vous parlez de plus de contrôle individuel, mais j'ai vu que, ici, à l'image, que les gens veulent prendre des décisions, donc c'est un contrôle partagé. Je ne sais pas si le fait de donner le vote soit une bonne chose. Comment un employé peut-il avoir le contrôle sur les processus? Oui, je parlais de contrôle sur les processus de travail. Nous avons commencé comme une seule société. Maintenant, nous sommes un groupe de 7 sociétés. Donc, de nouveaux entrepreneurs sont arrivés. Et ils ont commencé de nouvelles sociétés. L'une de ces sociétés, à peu près 25 personnes, qui fait partie de notre groupe, et ils peuvent aller en vacances quand ils veulent. Ils n'ont pas de temps de bureau. Ils n'ont absolument pas de patron. Tout le monde travaille ensemble. Et donc, il y a une espèce d'évaluation mutuelle. Et chacun, en fait, possède plus de contrôle sur ce qu'ils font, sur quel client, pour lequel quel client il va travailler, etc. Puis nous avons des gestionnaires de bonheur. Dans beaucoup de corporations, vous avez des gestionnaires de bonheur. Donc, ça peut être un alibi, en fait. Et le gestionnaire de bonheur n'a normalement pas suffisamment de contrôle pour changer le travail, ni le processus de la personne qui le consulte. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de créer un environnement libre, véritablement libre, où les gens peuvent exprimer leurs opinions. Je savais qu'on n'aurait jamais de gestionnaire de bonheur chez nous. Ou bien nous devenons tous nos propres gestionnaires de bonheur, ou nous échouons. Voilà. Aux réactions. Qui veut réagir? Madame? Non? Monsieur? Une question? Non? Bon, enfin. Ah non, vous n'allez pas me laisser partir comme ça. Ah, voilà, j'en ai une. Hi, in your video, you show... Vous nous avez montré des gens qui sautent et qui tombent. Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées, connues dans votre nouvelle structure? Est-ce que tout était bon? Non, ce n'était pas simple du tout, en fait. J'étais personnellement surpris par rapport à ce qu'il fallait faire pour créer quelque chose de nouveau. Parfois, il faut détruire. Et parfois, il faut se débarrasser des choses. Il faut débarrasser d'une structure de gestion classique. Il fallait donc en risquer, on mettait vraiment en péril la véritable existence de la société. Pendant les 2 premières années, c'était assez Wild West. On a eu une révolution et on a réussi à traverser cette période, tant bien que mal. Je ne peux pas vous le dire comment on l'a fait. Donc, la réalité est tellement différente des manuels, vous savez. Et maintenant, nous avons plus de sociétés et chaque société prend sa propre route, trouve son propre sentier vers une plus grande liberté au travail. Pour vous tous, merci beaucoup, Vaclav. Merci. Thank you too. Et pour conclure notre journée, je vais demander à Éric Vernier et Philippe Vasseur de bien vouloir rejoindre la scène. Merci beaucoup. Venez, messieurs. Éric Vernier, directeur de l'IRSI, partenaire de cette journée. Je vais vous donner mon micro. Et Philippe Vasseur, président du World Forum. Bon, comment ça s'est passé pour vous? Plutôt bien. Je voulais quand même dire que ce matin, on avait Daniel Perron,
le directeur général du groupe avait dit à quel point nous étions honorés de la présence du World Forum à La Rochelle que nous avons co-organisé. Je crois que ce soir, on peut rajouter que nous sommes très très heureux. Quel bonheur, quelle journée. Alors en plus, on a été nombreux à partager ce bonheur, puisque je peux vous donner les derniers chiffres. C'est sur La Rochelle 800 inscrits. Avec ceux qui n'étaient pas inscrits, plus les speakers, plus le staff, plus les bénévoles, c'est plus de 1000 personnes aujourd'hui qui se sont rencontrées autour de ces thématiques qui nous tiennent à cœur. Quel bonheur, ouais, quel bonheur, quelle journée. Moi qui enseigne la finance, j'entends parler du slow business. Ça, c'est vraiment du bonheur, puisque vous savez qu'en finance de marché, maintenant, on travaille à la picoseconde, 10 puissance moins 12 secondes. C'est 0,110 et un 1 tout au bout. Et les ordres de bourse se donnent à la picoseconde. Donc, quel bonheur de parler de slow business. Et plus généralement, toutes ces expériences. Moi, je travaille dans la criminalité, le blanchiment et la corruption. C'est ma spécialité en finance. Alors quand j'entends aujourd'hui, vous imaginez que je ne suis pas très optimiste dans ces spécialités, mais là j'ai pris ma dose d'optimisme et de bonheur, et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Donc je suis vraiment très heureux, et donc j'ai envie de dire juste simplement merci Philippe Vasseur et merci le World Forum pour cette journée. Oui, c'était un pari incertain de venir à La Rochelle. C'est un pari gagné. Et je crois d'ailleurs que les paris incertains, quand on les gagne, ce sont ceux qui rapportent le plus. Alors, on ne parle pas d'argent, nous, hein, bien sûr. En général, on a bien vu, mais je crois que ça rapporte en richesse, et en richesse morale, intellectuelle, même peut-être d'ailleurs avec un peu plus d'affection. Et puis ça nous amène à réfléchir sur ce que l'on peut faire, sur les thèmes que l'on peut poser et sur la façon de les aborder. Il y a deux choses que je voudrais dire en conclusion. La première, c'est que, vous l'avez vu, on n'a pas de tabou, nous. C'est ce qui fait l'intérêt d'un forum comme le nôtre, et c'est ce qui fait aussi, je crois, la valeur de nos partenaires, qui acceptent que l'on pose sur la table des problèmes qui peuvent apparaître quelquefois comme étant des problèmes dérangeants. Par exemple, le revenu de base universel. Par exemple, le slow business. On ne s'interdit rien. Et je pense que c'est ça, véritable intérêt, la vraie richesse d'un forum comme le nôtre. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que bon, j'ai assisté à un certain nombre de choses ici. Pendant toute cette journée, je me suis promené un peu partout, j'ai écouté. Puis j'ai notamment assisté cet après-midi à une session qui était consacrée aux femmes, et notamment au rôle que les femmes pouvaient jouer. Et là où j'ai été, Jean-Michel, tu y étais aussi, là où j'ai été très très favorablement impressionné, c'est qu'il y a eu énormément de questions, et que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité de ces questions, venaient des étudiants de l'école de commerce, avec des interventions qui étaient fort pertinentes, qui montraient aussi leur intérêt pour, disons, au fond, cette société vers laquelle on va. Et je trouve que ce mélange de tabous que l'on est capable, disons, de briser, et puis, disons, de personnes qui sont, je ne vais pas dire elles sont plus jeunes que nous, mais qui sont jeunes depuis moins longtemps que nous, et donc qui ont encore probablement, disons, Oui, parce qu'on est... Comme je dis souvent, j'aime beaucoup dire ça, nous sommes jeunes depuis plus longtemps que vous. Qu'est-ce que c'est que d'être jeune ? C'est pas simplement une question d'état civil, c'est de se poser des questions, et c'est d'avoir des projets. C'est de regarder devant soi. Tant qu'on fera ça, je pense qu'on restera jeune. Le jour où on commencera à regarder dans le rétroviseur en disant « Ah mon Dieu, que notre passé était joli », là, on pourra dire que l'on est rentré dans une autre catégorie d'âge. Et vous avez quelques années de plus que nous encore devant. Les questions que vous vous posez, la volonté que vous manifestez, on sent que vous avez envie de bâtir autre chose que le monde qu'on est en train de nous vendre. Vous savez, ce soir, il va y avoir un débat, paraît-il, à la télévision. Ouais, on va avoir des débats dans les temps qui viennent, on va en connaître quelques-uns, on va en avoir beaucoup. On va passer une année dans les débats. Et ce qui me navre, c'est que les questions que nous avons évoquées ici, aujourd'hui, qui sont des questions de fond,
qui disent mais c'est l'enjeu de notre société, c'est le monde vers lequel on va. Malheureusement, je crains qu'elle ne soit pas abordée. Alors peut-être faudra-t-il que l'on secoue un peu plus le cocotier, qu'on se fasse davantage entendre, qu'on fasse entendre la voix de ces entreprises qui ont compris qu'il fallait muter, qu'il fallait évoluer, que le monde de demain ne serait pas comme le monde d'aujourd'hui, il me dit encore moins comme le monde d'hier. Une journée comme celle-ci nous apporte beaucoup et a contribué beaucoup, je pense, à faire avancer notre World Forum. Merci beaucoup, merci Eric, et merci. Merci à tous les participants et en particulier aux étudiants de l'école de commerce. Merci Philippe. Et comme je suis jeune, mon projet immédiat, c'est aussi de vous demander d'applaudir très fort ces deux-là. Je crois qu'on vous a prévenu ce matin, vous, hein, de faire le job. Là, on vous a prévenu ce matin. Ça a été ? Oui, ça a été très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bon, ben merci à vous, hein, et j'espère que vous aurez d'autres regards sur ce qui se passe autour de vous, sur votre futur boulot, vos futurs environnements. Et puis, si vous pouvez passer à l'acte, c'est encore mieux. Bonne soirée.